Bonjour les troisièmes, nous voici revenus dans notre chapitre. Nous allons cette fois-ci voir la place des Français et des Françaises dans l'idée de repenser la société, de repenser la République. On va partir finalement cette fois-ci de la population et de voir comment sa façon de vivre, sa façon de consommer, sa façon finalement d'appréhender l'autre a évolué depuis l'avènement de la Ve République. Si vous vous souvenez bien de ce qu'on a vu précédemment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est quand même assez largement endommagé, beaucoup de morts, des territoires qui sont impropres à la production, industrielle ou agricole, et il a fallu se reconstruire. À partir de là, il va y avoir, comme après beaucoup de guerres, une hausse de la population de façon mécanique, et surtout la reconstruction va permettre un véritable élan économique dans le pays. Pour traduire ça de façon relativement simple, il faut imaginer que entre 1946 et 1965, un tiers de la population française est rajouté à la population déjà existante. On va gagner pratiquement 24 millions d'habitants pour différentes raisons. Première chose, on vit plus longtemps, l'espérance de vie ça croît, on se soigne mieux, souvenez-vous, il y a la sécurité sociale qui a un rôle non négligeable à jouer. La mortalité infantile baisse énormément et surtout la natalité est très très forte. Cette période, c'est ce qu'on appelle le baby boom. Les gens qui sont nés dans cette époque-là, ce sont les baby boomers. Cette population, donc, elle augmente énormément. Ça s'accompagne finalement de beaucoup de transformations, d'une envie de vivre autrement, et ça va perdurer jusqu'en 1965. Un certain nombre de choses va véritablement limiter la hausse de la population, freiner surtout la natalité. La première de ces choses, c'est l'apparition de la contraception qui va commencer à se développer véritablement, on y reviendra un petit peu plus tard, à partir de 1967, de façon légale. La place de la femme qui se transforme, elle commence à travailler, donc elles ont moins de temps à accorder à des enfants, donc il y a des choses qui changent. Et puis aussi, tout simplement, les difficultés économiques qui commencent à apparaître petit à petit et qui vont vraiment prendre de l'ampleur à partir de 1973. D'un point de vue économique, le pays est en pleine reconstruction et profite énormément finalement de l'augmentation de la population et des différents intérêts économiques. Les salaires augmentent, soutenus par les syndicats, soutenus finalement par les mesures mises en place par l'ancien Conseil national de la résistance. Tout ça, finalement, va permettre aux gens de vivre mieux, donc de profiter de ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Durant cette période des 30 glorieuses, on va voir un pays qui s'enrichit et une population qui s'enrichit, notamment au niveau de tout ce qui est dotation en équipement. C'est-à-dire que c'est le moment où les ménages, donc les familles, vont commencer à acquérir des équipements pour se faciliter la vie, ce qu'on appellera de nos jours l'électroménager. Le modèle se diffuse selon finalement tout ce qui vient des États-Unis, les publicités, les magazines, les parutions, plus tard les premières séries qui vont commencer à apparaître aussi, qui vont donner une image plus moderne. Et dans la même année, on va avoir une idée de la modernité qui se transforme, qui s'applique et qui s'adapte aux besoins français. L'un des exemples typiques, c'est à Paris l'agrandissement de la ville extramuros finalement, ce qu'on appellera de nos jours les quartiers au-delà des arrondissements traditionnels. Et surtout, même dans les bâtiments haussmanniens, on va avoir une véritable restructuration du bâti. C'est l'époque où on va voir commencer à apparaître l'électricité, l'eau courante, ce qui n'est pas négligeable. C'est l'époque où finalement, même dans les chambres de bonne en haut des appartements haussmanniens, on commencera à avoir des toilettes, on commencera à avoir finalement des moyens de se laver. Ça va être très lent à se mettre en place, mais c'est le moment où ça apparaît. On se débarrasse d'un certain nombre de bidonvilles préexistants, notamment autour finalement de la ceinture périphérique de Paris, et finalement la ville se modernise à l'image de la population. Ce développement économique, il est très très fort, ça va donner naissance finalement à la première société de consommation. Une société de consommation liée finalement, je vous l'ai dit, au modèle américain, et avec des équipements américains qui arrivent et qui vont trouver preneurs aussi en France et des technologies qui vont être mises en place aussi en France. Pour se reconstruire, pour produire, initialement, on n'a pas suffisamment de bras. Donc, on va avoir tendance à faire venir de la main-d'œuvre de nos colonies ou de nos anciennes colonies une fois que les indépendances ont commencé à être signées. On va commencer par faire venir des gens des pays proches, principalement du sud de l'Europe, Italie, Espagne, Portugal, et petit à petit, on va aller chercher de plus en plus loin cette main-d'œuvre, soit au Maghreb, soit en Afrique subsaharienne.
en tissant finalement des accords, en favorisant le travail. Parfois, au sein même des déclarations d'indépendance, on peut mettre en place comme ça des lois qui vont faciliter plus ou moins l'intégration de ces populations des anciennes colonies en France. L'exemple typique, lors finalement de l'indépendance de l'Algérie, les Algériens ont obtenu d'avoir plus de facilité pour venir s'installer en France, pour obtenir des titres de séjour, voire même leurs papiers, pour avoir plus de facilité pour faire des regroupements familiaux. Par contre, c'est plus compliqué pour eux de trouver un emploi. De manière générale, on a quand même gardé un certain nombre aussi de règles pour favoriser les Français. De nos jours, et ça s'applique encore, si vous êtes d'un autre pays, que vous avez un titre de séjour, vous vivez en France, votre employeur doit payer une taxe en plus pour pouvoir vous engager, pour, entre guillemets, favoriser le personnel français. Tout ça va finalement transformer beaucoup le paysage démographique français, mais aussi le paysage urbain. Cette nouvelle population, qu'elle soit arrivée par les naissances, par les exodes ruraux, ou par les populations qui viennent de l'étranger, il faut les loger. On va voir se développer une deuxième vague de bidonvilles dans certains coins pour placer ces populations. Et dans certains cas, on va essayer de trouver des solutions. Et notamment, c'est ce qui va donner naissance à nos banlieues actuelles, la naissance de ces HLM, de ces grandes barres, qui ont été construites en partie pour pouvoir parquer, parce qu'il faut être honnête, c'est comme ça que ça se passait, pour pouvoir parquer les populations qui arrivaient de l'étranger. Et ça a été renforcé après l'indépendance algérienne, quand il a fallu placer les populations pieds noirs. Toute cette société, finalement, se développe et on a l'impression que rien ne va pouvoir l'arrêter, sauf que dans les années 70, il va y avoir ce qu'on appelle la crise du pétrole. Le cours du pétrole augmente énormément et ça va signer la fin de l'âge d'or économique français, mondial même d'ailleurs, et on va avoir la fin finalement de cet Eldorado, le début des 20 piteuses, les années finalement qui seront difficiles, pleines d'une crise économique. Ces crises, elles vont toucher principalement les femmes, les populations originaires de l'étranger et les jeunes qui sont moins qualifiés. Cette période va être extrêmement difficile et finalement, elle va avoir des conséquences puisqu'il va y avoir une énorme hausse du chômage et voire le développement de nouvelles façons de travailler. Le développement de travaux précaires, le travail partiel. On va avoir les intérims qui vont se développer, qui sont finalement une façon de travailler, certes, mais qui sont une façon qui va pas forcément améliorer la vie de ceux qui en sont victimes et les poser dans une situation assez difficile de précarité. Il est plus difficile pour eux pour emprunter, pour se loger, et ça aura des conséquences. Les différents gouvernements successifs vont tenter d'endiguer le problème, de réduire la crise économique, sans succès. La crise mondiale, elle sera moins forte en France qu'ailleurs, comme d'habitude, mais elle va durer beaucoup plus longtemps. Résultat, on va essayer de prendre des mesures de défiscalisation, ou à l'inverse, de donner ce qu'on va appeler tout bêtement le SMIC, pour essayer de fournir aux populations de quoi vivre. Ce salaire minimum doit leur permettre de vivre décemment. Ça sera remplacé à partir de 88 par le RMI. Donc finalement, entre 1970 et 1988, on essaie de mettre en place un salaire qui permet à chacun de vivre et qui permet aussi finalement aux gens au chômage d'avoir des aides. Tout ceci va avoir des conséquences fortes au sein de la société, puisque tout bêtement, comme on ne sort pas de la crise économique, on va avoir tendance à vouloir chercher des boucs émissaires qui vont se multiplier petit à petit, et c'est vrai que les populations d'origine étrangère seront les principales victimes de cette idée que c'est eux qui viennent voler le travail des Français. C'est une notion qu'on entend encore énormément de nos jours et qui date véritablement de cette époque de façon très très forte. Chaque vague migratoire, finalement, a essayé de s'intégrer en rejetant la vague migratoire suivante, et ça a eu des conséquences relativement violentes, on y reviendra un petit peu plus tard, puisque c'est ce qui va amener en partie à l'émergence de partis extrémistes, extrême gauche et surtout extrême droite. C'est l'époque finalement de naissance du Front National, qui est devenu désormais le Rassemblement National, avec l'idée que l'étranger, l'autre, est responsable de tous nos problèmes, et qu'il faudrait se débarrasser de lui. Ça va avoir des conséquences, puisque dès 1974, dès que la crise finalement s'amorce, on ferme nos frontières aux étrangers, et il devient extrêmement difficile de faire ne serait-ce que des regroupements familiaux.
L'idée, c'est finalement, on garde les populations qui sont sur place, on va même pousser au maximum ces populations à retourner dans leur pays d'origine, on ne va pas forcément faciliter la tâche, et petit à petit, on veut essayer de sortir de la crise en enlevant le surplus de population qui occupe une partie des postes. Souvent des postes peu qualifiés, mais des postes finalement qui sont très largement occupés par les minorités étrangères. Toute cette période, c'est aussi une volonté d'apprendre à vivre autrement. C'est une époque où finalement, à partir des années 60, certes, il y a un engouement pour le général de Gaulle, mais on commence à se dire que l'image de la France de Gaulle commence à être un petit peu monolithique, à être un petit peu pompeuse, et les jeunes, les travailleurs ne trouvent pas forcément leur compte. Certains ont envie d'une bouffée d'oxygène, une bouffée de liberté, d'avoir quelque chose de nouveau, à l'image finalement de ce qu'ils voient arriver des États-Unis. Et on va voir se développer petit à petit des aspirations démocratiques, économiques, sociales de plus en plus fortes qui vont trouver finalement un moment de lien entre les différentes communautés au moment des événements de mai 68. Que ce soit les étudiants, puis que ce soit les travailleurs, toutes finalement des catégories différentes de la société vont se retrouver, vont s'opposer au général de Gaulle et vont obtenir, grâce à ce soulèvement populaire, un certain nombre de changements, à une idée que la modernité, la nouveauté est de plus en plus acceptable. Notamment, les accords de Grenelle doivent favoriser l'intégration des jeunes, doivent favoriser l'émergence des salaires, le développement des salaires, et aussi finalement l'idée que les syndicats ont un rôle extrêmement fort à jouer pour protéger le travail et finalement favoriser le développement des droits sociaux. On a une véritable aspiration à développer ces droits sociaux qui sont de plus en plus forts et qui vont changer petit à petit les façons de vivre, les façons de penser d'un certain nombre de personnes. C'est l'époque où les associations vont prendre de plus en plus d'influence et d'incidence dans la société. Elles vont essayer de coller au maximum aux besoins, elles vont essayer petit à petit d'accompagner la population et de répondre à certaines aspirations. Dans les années 80, la naissance d'associations comme SOS Racisme sont là justement pour lutter contre le manque d'intégration, de lutter contre les violences faites aux communautés étrangères qui sont installées en France et qui essayent de s'intégrer au mieux et de montrer qu'elles sont françaises elles aussi. Les populations vont petit à petit tenter de protéger la population. La crise renforce le besoin de s'associer petit à petit, et on va voir que la loi aménage un certain nombre de choses pour de plus en plus protéger la population et intégrer un certain nombre de personnes. Elle se veut de plus en plus inclusive, alors sans réel succès, mais il y a quand même de gros progrès, et on va s'intéresser comme ça à un certain nombre de choses. La première catégorie qui a longtemps été laissée de côté, c'est pourtant la moitié de la population française, ce sont les femmes. Pendant très longtemps, en France, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ça, on a vu que ça a été réglé par la 4ème République. Mais on a aussi l'idée que les femmes sont des éternelles mineures qui sont soumises à leur père puis à leur mari. Un certain nombre de lois vont changer un petit peu le positionnement de la femme et leur donner un petit peu plus de prérogatives, plus en plus de droits. À partir de 1965, notamment, les femmes ont le droit de travailler sans l'accord de leur mari et elles ont surtout le droit de créer leur propre compte en banque. Elles ne sont pas dépendantes finalement du compte du mari qui serait responsable de la gestion de l'argent de l'intégralité du couple. Elles obtiennent plus de liberté. Elles vont obtenir aussi à partir de 1967 le droit à la contraception. C'est la loi Neuwirth qui leur permet finalement d'obtenir une partie du contrôle sur leur corps. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et initialement, par contre, en sont privées les jeunes filles qui doivent le faire avec l'accord de leurs parents, et il n'y a surtout aucune prise en charge, aucune aide économique si on veut mettre en place une contraception. Il va falloir attendre 1975 pour que les choses changent réellement, qu'il y ait des lois qui puissent permettre aux femmes de protéger leur corps, de protéger leurs droits. Mais ça va être une très lente marche vers ces lois-là. En 1971, il va y avoir un énorme bouleversement au sein des sociétés françaises, puisque 343 personnalités françaises, des actrices, des écrivains, des penseurs, enfin des penseuses exactement, des écrivaines, vont signer ce qu'on appelait le manifeste des 343 salopes,
qui sont des femmes qui, à visage découvert, vont avouer avoir eu recours à l'avortement, à une époque où l'avortement est encore passible de peine de prison. Ces 343 personnalités vont donc, dans la presse, donner leur idée qu'il est impensable qu'une société moderne comme la France, au XXe siècle, puisse refuser aux femmes le droit d'avorter dans des conditions correctes, de choisir finalement ou pas d'avoir des enfants, et surtout de vivre, puisque beaucoup de femmes qui se faisaient avorter risquaient au mieux finalement de devenir stériles, au pire de mourir. En 1972, il va y avoir un rebondissement médiatique avec une jeune fille de 17 ans qui veut avorter, qui avorte et qui va être traînée en justice et qui va devoir être défendue pour pouvoir justement garantir ses droits. Par la suite, ce sont des médecins qui reconnaissent la nécessité de légaliser l'avortement, mais c'est en 1975 que Simone Veil va mettre en place un projet dans cette optique-là, qu'elle va défendre ardemment au Parlement, sous les quolibets, sous les injures des députés, et malgré tout, la loi Veil va passer et va permettre aux femmes d'avorter. Il faudra attendre 1979 pour que ce soit vraiment totalement mis en place. Et lors des accords Veil, des lois Veil, les jeunes filles, sans l'accord de leurs parents, peuvent obtenir aussi le droit à la contraception, et surtout ça devient remboursé par la sécurité sociale. En 1975 aussi, un autre droit est gagné par les femmes. Elles obtiennent le droit du divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire que jusqu'en 1975, seuls les hommes pouvaient demander le divorce, ou alors sur faute grave. Là, désormais, les femmes peuvent aussi demander le divorce si elles sont d'accord avec le mari. Elles ne sont plus dépendantes à ce niveau-là. Toutes ces lois vont avoir finalement un certain nombre d'incidences, puisque les femmes renforcent leur présence, manifestent leurs droits au sein de la société française. D'autres communautés vont aussi petit à petit profiter d'un certain nombre de choses, de lois. La communauté homosexuelle, en 1981, obtient de ne plus être considérée comme une maladie mentale, de fait d'être homosexuel. Il faudra attendre par contre 1982 pour que ce ne soit plus considéré comme un crime. Donc on voit que les choses avancent, mais très lentement. La société se transforme petit à petit lors de cette période, et notamment avec la mise en place par la suite du gouvernement de François Mitterrand, le premier, qui veut justement donner plus de liberté aux communautés. En 1981, on met fin à la peine de mort, et tout ça va changer petit à petit la façon de penser des Français, la façon de vivre des Français. Il faut vraiment imaginer que toutes ces lois visent à donner plus de liberté à la population, de les impliquer au rôle démocratique, mais aussi de les intégrer dans une société de loisirs, une société de plaisir, de ne pas être là juste pour pouvoir travailler. Il faut aussi pouvoir profiter un petit peu de ce travail et du temps qui va avec. On aura notamment des congés payés qui vont être accrus, les 35 heures, la retraite à 60 ans, qui sont des acquis sociaux qui se sont construits petit à petit, avec les mouvements sociaux notamment, et les gouvernements successifs qui vont prendre un certain nombre de décisions. La France, c'est un pays qui, à cette époque-là, finalement, veut s'ancrer dans une société de consommation, dans une société qui se veut moderne, et qui va être à la pointe du progrès. Le fait qu'elle soit la troisième nation à avoir découvert l'arme atomique donne à la France une aura de modernité dans le monde entier, une aura de scientificité. On pense toujours que les Français sont à la pointe de toutes les recherches, de toutes les découvertes, et c'est quelque chose de relativement important. Et c'est vrai que la période de la Ve République va marquer le développement d'un certain nombre de technologies, d'acquis ou de volonté de bien faire. Alors on a parlé de l'atomicité, la France est jusqu'à nos jours la première puissance atomique, puisque c'est elle qui travaille le plus sur ce sujet-là, avec un certain nombre finalement d'entreprises, d'États, puis plus ou moins privatisés. On va avoir aussi le développement d'un certain nombre de transports, les TGV, les trains à grande vitesse, ces lignes à grande vitesse qui vont se développer un petit peu partout en France, puis en Europe. On va vendre le concept, on va le développer petit à petit. Le Concorde, qui a été l'avion le plus rapide du monde, qui a tellement fait peur à Boeing qu'ils se sont arrangés pour qu'il n'y ait qu'un vol entre Paris et New York. Mais ça reste comme une prouesse de la France qui a suivi l'époque de la Caravelle. On va avoir aussi des développements de communication un petit peu à part. La France a été très en retard sur Internet parce que pendant longtemps, elle a voulu miser sur son propre
axe de communication avec une invention qui s'appelait le Minitel. Si vous demandez à vos parents, je pense qu'ils seront capables de vous expliquer ce que c'est qu'un Minitel. Vous verrez, c'est l'ancêtre très 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 lointain d'Internet, avec, il fallait une bonne volonté et surtout de la patience pour pouvoir obtenir quelque chose. Et ça coûtait très très cher, mais c'était une preuve de modernité. La société, elle s'applique finalement dans cette volonté de consommer, de profiter. Par contre, elle va suivre le mouvement mondial petit à petit avec des changements pas toujours positifs, comme l'émergence de l'obsolescence programmée, qui fait qu'on achète un produit, on sait qu'il ne durera pas très longtemps, on pousse à en acheter alors que l'ancien fonctionnait bien. Contrairement aux périodes plus anciennes, finalement, le début de la Ve République, où quand vous achetiez une voiture, quand vous achetiez un appareil d'électroménager, son but c'était de durer le plus longtemps possible. Désormais, pour faire de l'argent, il faut qu'on fasse changer très rapidement nos produits, et vous en êtes l'exemple typique dès que vous changez de smartphone, de vêtements, alors que les anciens vont encore, mais parce qu'ils ne sont plus à la mode. C'est l'époque où les modes, justement, vont très largement se transformer. Dernier élément là-dessus, pour montrer les changements de la société française, c'est tout ce qui est lié au culturel. À partir de 1981, on a une volonté de démocratisation de la culture pour l'ouvrir le plus possible aux masses, à la population. On a cette idée à partir du mandat des gouvernements socialistes qu'on doit ouvrir à tout le monde, pas uniquement aux riches, la connaissance du monde, la connaissance des arts, la connaissance de la culture. On va miser énormément sur une décentralisation de la culture. C'est plus à Paris qu'on va prendre toutes les décisions pour tout ce qui est artistique. On va essayer de faire émerger en province des laboratoires finalement d'art, des ateliers, des façons de faire qui vont fonctionner petit à petit et qui vont prendre le modèle politique qui a voulu une déconcentration, une décentralisation aussi politique de la France. Elle va se marquer par le développement d'expositions, de musées, de festivals, un petit peu partout dans le pays. Et on va vouloir limiter les coûts aussi pour permettre à chaque lieu, à chaque site, de développer au maximum les arts et la culture. On assiste à la volonté d'avoir une culture de masse. C'est l'époque où on va voir apparaître des arts qui n'étaient pas reconnus jusqu'à présent. On va voir apparaître la danse moderne, on va voir apprendre avec plus de bonne volonté tout ce qui est street art notamment, le hip-hop, le rap par la suite qui vont se développer petit à petit dans les banlieues françaises, mais petit à petit ça va se répandre sur l'ensemble du territoire avec des groupes qui deviennent de plus en plus médiatisés, avec la création même de chaînes qui vont diffuser du hip-hop. Ça a été une énorme nouveauté. Et surtout, à ce niveau-là, en 1981, l'ouverture de la bande FM et la création des radios libres vont être un véritable boom qui va permettre aux gens de s'intéresser à la musique, à la culture musicale et aux arts. Si vous prenez des radios que vous écoutez, comme Skyrock, comme Énergie, etc., ce sont les héritiers, finalement, tout simplement, de cette époque-là, de cette décision du président Mitterrand. Son ministre de la Culture, Jack Lang, lui, va donner naissance à la fête de la musique dès 1982 pour que chacun puisse se retrouver dans la rue et créer une cohésion nationale lors du 21 juin pour pouvoir finalement profiter de la musique et permettre à tout le monde de montrer son talent musical ou de au moins se faire entendre s'il n'a pas forcément toujours du talent. Donc depuis 1981, l'art, la culture est présenté comme un symbole et c'est quelque chose qui est très important pour la société française. Tous ces changements au niveau de la façon de vivre, de l'intégration culturelle, ça va avoir de très profondes mutations au sein de la société française qui se veut plus métissée, qui veut qu'on soit plus solidaire, qui veut permettre à chacun finalement de vivre ensemble, d'accepter les évolutions et d'être cosmopolite. Finalement, toutes les communautés qui vivent sur place doivent pouvoir apporter. Chacun doit être libre de pouvoir s'exprimer et les différents courants culturels ou contre-culturels doivent pouvoir se développer dans les meilleures conditions possibles. Les communautés cohabitent. Le but, c'est de s'intégrer et d'avoir les valeurs françaises de liberté, égalité, fraternité qui s'appliquent à tout le monde. Ça va permettre finalement aux descendants de l'immigration de s'intégrer plus ou moins facilement, même si certains pensent qu'il y a un véritable rejet, mais au moins beaucoup ont pu s'intégrer plus durablement au sein de la société française. L'idée, c'est de permettre à chacun, en fonction de ses origines, en fonction de sa religion,
en fonction qu'on soit un simple habitant français ou un citoyen français, de vivre ensemble. C'est aussi intégrer les Français qui vivent à l'étranger, les expatriés comme on les appelle, et d'intégrer les différentes vagues de population qui peuvent venir petit à petit. Que ce soit donc les vagues de migration, les vagues de réfugiés, ou actuellement les populations européennes qui viennent s'installer en France pour travailler, pour cohabiter. On va voir des minorités qui sont de plus en plus visibles, et ça c'est quelque chose d'intéressant et qui est lié au changement de la Ve République. On va avoir une volonté de changer l'image que certaines communautés peuvent avoir. On va gommer petit à petit l'idée que les gens du voyage sont des voleurs. On va les intégrer au sein de la société, on va les pousser à se sédentariser, avec plus ou moins de succès, et avec plus ou moins de bonne volonté d'ailleurs, donner plus d'éducation à leurs enfants. On a l'idée qu'on va essayer d'intégrer plus les handicapés, aussi bien à l'école que sur des lieux de travail, ce qui est quelque chose de relativement nouveau. On va créer des structures, des centres adaptés à ces différentes populations pour qu'elles puissent être aidées, qu'elles puissent être entendues et vivre le plus normalement possible. Dans les meilleures conditions, on a une volonté parfois, c'est le cas de la ville de Grenoble, de s'adapter plus au handicap pour pouvoir permettre à ces populations de vivre à même titre que les autres, d'en profiter. On a une volonté d'intégrer des minorités ethniques, d'intégrer les minorités homosexuelles, que hommes ou femmes. Actuellement, ça sera plutôt tout ce qui est la transsexualité qui commence à être un petit peu plus abordé et pas forcément de façon moquée, pas forcément dans la violence. L'idée, c'est de pouvoir les intégrer au mieux, avoir une société plus inclusive. La place de la femme aussi se renforce. C'est pas parce que finalement, après les années 68, il y a eu du féminisme que tous les combats pour les femmes sont gagnés. C'est important de défendre les droits, les acquis, de sensibiliser la population, de les intégrer finalement à la vie politique, à la vie sociale du pays. On va aussi avoir quelque chose qui est relativement récent, mais qui a finalement une portée très très forte, c'est intégrer les personnes qui sont malades. Notamment pendant très longtemps, avoir un cancer, c'était être rejeté, c'était être dans l'obligation finalement de s'isoler du travail, etc. Le fait qu'avec la chimie on puisse perdre les cheveux. Et maintenant on essaie de montrer que c'est pas anormal, que la norme de toute façon c'est nous qui la créons, et qu'on doit pouvoir accepter les autres comme ils sont. Ça va être le même cas avec les personnes qui ont le HIV, qui ont été rejetées énormément au début de l'épidémie du sida, et maintenant, grâce à la trithérapie, on leur donne la vie la plus normale possible. Elle n'est pas parfaite, il y a des effets secondaires, mais au moins on essaie de les intégrer, et ça ne se voit plus. On s'arrange pour que leur mortalité soit la même que pour n'importe qui. Et on a essayé aussi de gommer petit à petit un certain nombre de choses. L'idée que les minorités ethniques ou les homosexuels ne sont pas responsables des épidémies, ne sont pas responsables de tous les malheurs des autres. L'idée, c'est d'apprendre à vivre tous ensemble, de s'intégrer, d'être inclusif et donc de vivre comme on souhaite et d'être protégé pour cela. On a renforcé, ça vous l'aviez vu en 5e, toutes les lois liées aux discriminations pour protéger au maximum les communautés, quelles qu'elles soient, et s'assurer que chacun puisse vivre libre et heureux, qu'on puisse s'impliquer avec le développement des associations de quartier, avec le développement finalement d'une sensibilisation à des grandes causes, que ce soit l'écologie, que ce soit le fait de bien vivre, le fait de protéger un modèle de vie à la française, mais en l'adaptant petit à petit. L'idée, c'est finalement qu'on doit impliquer au maximum la population et la lier aux institutions, à la loi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une interdépendance entre les humains et les institutions qui leur permettent de vivre. Cette société française, elle veut intégrer plus de monde, mais elle s'est transformée aussi, ne serait-ce que dans le monde le plus commun pour chacun d'entre nous, c'est le monde du travail. Les secteurs primaires, les secteurs secondaires sont bien moins importants que par le passé. On a un pays qu'on appelle souvent désindustrialisé, on en entend beaucoup parler dans les médias actuellement avec la crise du Covid, mais on a eu une émergence d'une société du tertiaire, des services. Et ça a impliqué finalement aussi un changement des formations, un changement de l'orientation dont vous êtes vous-même en tant qu'élève de 3e dépositaire, puisque ça va impliquer un certain nombre de vos choix pour savoir dans quel secteur vous voulez travailler. Ça peut impliquer un certain nombre de changements. Par exemple, on a eu toute une période où on valorisait énormément les enseignements généraux et où on avait un petit peu discrédité tout ce qui était enseignement professionnel. Actuellement, on y revient
Parce qu'on se rend compte que les gens qui sortent du professionnel s'intègrent tout aussi bien que les autres, peuvent très bien gagner leur vie, et que ce n'est pas dégradant finalement d'avoir une activité professionnelle et travailler relativement rapidement. Qu'on n'a pas besoin de 300 millions d'avocats ou 300 millions d'enseignants, on a aussi besoin des personnes qui sont dans l'industrie, des personnes qui font différentes activités qui sont essentielles au niveau du pays aussi, la logistique, etc. Bref, au final, la société, elle a été en profonde mutation, de profondes vicissitudes qui nous touchent encore de nos jours, qui sont très importantes, mais qui montrent bien finalement d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue législatif, que la Ve République, même si elle a eu des difficultés par moments, elle s'est adaptée à l'ère du temps. Elle a permis finalement, sur la seconde moitié du XXe siècle, à la société ainsi qu'à ses institutions de vivre, de se développer, de se transformer. Et on va avoir des choses qui vont se transformer, même s'il faut s'adapter au reste du monde. Le fait que la France ait dû plier devant la mondialisation, qu'on se soit adapté à ce système-là, avec des handicaps, puisque ça peut nous amener des crises majeures, mais on essaie de s'adapter au mieux, comme c'est le cas actuellement avec la situation qu'on connaît actuellement. Je vous remercie. On a fini ce chapitre sur la Ve République et sur les transformations de la société française, et nous nous retrouverons pour un prochain chapitre la prochaine fois. On va parler maintenant des institutions françaises. Je vous remercie, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, bon courage et à la prochaine fois. Au revoir.